Donc pour le premier exercice, c'est juste pour voir est-ce que vous avez bien configuré Java, les commandes Java et Java, bon, etc. Bon. Donc on vous demande de vérifier que le JTK est bien installé et au besoin de procéder à son installation. Pour tester est-ce que c'est bien installé, il suffit d'aller sur votre fenêtre MS-DOS et vous tapez Java et Java, comme nous l'avions fait. Si vous avez des traces sur ce que permet de faire Java et Java, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, votre installation n'est pas bonne. Donc, il va falloir configurer. Normalement, c'est bon pour tout le monde puisque nous l'avions déjà fait. Ensuite, on vous demande d'utiliser Notepad++. Surtout, n'utilisez pas encore NetBeans et autres. L'objectif est d'abord de se familiariser avec les commandes. Nous allons utiliser NetBeans et Eclipse par la suite. Donc, pour faire un programme en Java, il faut absolument taper son code via un éditeur de texte ou bien un EDI. Et surtout, et c'est important, enregistrer, comme je vous l'avais dit, le code dans un fichier qui porte comme nom le fic.java. Mais si le fichier porte comme nom fic.java, il faut que la classe s'appelle fic. Voilà. Le nom de la classe ne peut pas différer du nom du fichier. C'est pas possible. Pour compiler, nous l'avions déjà vu, il faut utiliser la commande javac comme java et compile ou compile, etc. Espace, le nom du fichier Java. Et là, il faut absolument mettre le nom du fichier. Si vous ne mettez pas le nom du fichier, ça passe pas. Nom du fichier .java. L'extension, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, cette commande va générer un fichier .class. Nous l'avions déjà testé la dernière fois. Le fichier .class, c'est le fichier binaire, donc, que l'on peut partager quelle que soit la plateforme. Et pour lancer le programme, on utilise la commande Java. Le nom du fichier, mais sans l'extension, pas d'extension. Java, le nom du fichier .java pour compiler. Et Java, le nom du fichier sans aucune extension pour exécuter. Et toujours, si vous effectuez une modification sur votre fichier, il faut recompiler. On ne peut pas modifier sans recompiler, exécuter. Vous n'allez pas voir, donc les modifications ne seront pas effectuées au niveau de l'exécution parce qu'il faut que le fichier .class soit régénéré. Donc si on ne régénère pas le fichier .class, si vous exécutez, vous allez constater que vos modifications n'ont pas été prises en compte. Donc l'exercice numéro 1 consistait seulement à voir est-ce que voilà, vous avez tout mis comme il le faut. Donc le code minimal, donc en Java, tout programme doit commencer par la définition d'une classe publique, voilà, contenant la fonction main. Pas de fonction main, pas de programme exécutable. C'est comme en langage C. Pas de fonction main, vous ne pourrez pas exécuter. Donc, qui est exécuté au lancement du programme. Donc, dès que vous exécutez votre code, en réalité, il va directement dans la fonction main. C'est pourquoi en Java, l'ordre d'écriture des fonctions n'a pas d'importance. Parce qu'il saute. Même si vous mettez la fonction main en bas, comme étant la dernière méthode de votre classe, il va directement aller dans la fonction main. Et c'est la fonction main qui va appeler les autres fonctions. Donc, presque c'est le même principe aussi que vous avez en langage C. Donc, comme vous le verrez plus tard aussi, en règle générale, chaque classe doit être stockée dans un fichier différent. Il ne faut pas mettre deux classes dans un même fichier. Ça, c'est pas conseillé. Même si, bon, vous verrez qu'il y a des classes qui sont particulières, comme les classes internes anonymes, etc. Donc, qui sont des classes particulières. Vous verrez en semestre 5. Donc, le nom du fichier aussi doit obligatoirement être identique au nom de la classe. Pas de nom du fichier qui diffère du nom de la classe. De toute façon, si vous pouvez le tester, vous allez voir qu'il va vous aurez toujours une erreur. En plus donc de l'extension .java. Donc voici le code minimal pour un programme Java, donc que vous connaissez déjà. Il suffit donc pour le point d'entrée, donc la fonction main qui est le point d'entrée de votre programme, toujours. Donc public class par exemple hello. Ensuite, voilà, vous rajoutez donc
la fonction main, public static void main, avec le tableau d'arguments en ligne de commande, et ensuite on affiche par exemple hello world. Donc ensuite il faut l'enregistrer dans un fichier hello.java, donc on va le faire. Allez sous Notepad++. Donc allez sur Notepad++. Bon, le fichier, je ne l'ai pas protégé en écriture. Donc pour gagner du temps, vous copiez le code. Donc vous sélectionnez la classe hello et vous copiez le code. Clic bouton droit, copier. Bon, sinon vous pouvez aussi le taper à la main. Ensuite, vous le collez ici dans Notepad++. Ensuite, langage ici, vous allez dans le J et spécifier Java. Vous pouvez aussi régler donc là, le décalage pour identer. N'oubliez pas. Accolade fermante pour fermer la méthode main et accolade fermante pour fermer la classe hello. Ensuite, il faut enregistrer donc le fichier. Donc, enregistrer le fichier avec le même nom que le nom de la classe. Donc, je copie le nom de la classe et je vais l'enregistrer dans un répertoire qui est sur le bureau. Bon, par exemple, j'ai un répertoire test là-bas, je l'enregistre dedans. Ou bien vous le mettez sur le bureau directement. Donc, hello.java. Et voilà, j'ai mon fichier hello.java. Bon, puisque j'ai des problèmes pour utiliser le Java directement, il me faut mettre cette commande d'abord. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. Donc maintenant, CLS pour effacer la console. Donc, je mets la commande là. Bon, c'est pas la peine de le mettre. Maintenant, donc pour compiler, je vais dans le répertoire test. Donc CD test. Il faut d'abord aller sur le bureau, donc CD desktop, ensuite test, voilà. Là j'ai bien mon fichier hello.java qui est là, voilà, dans test ici. Donc pour le compiler, on écrit simplement java c test.java, pardon, hello.java au lieu de test. Voilà. Donc java hello.java. Donc Java c'est donc comme ça. Java hello.java. On a fait cette entrée. Il va compiler le fichier et voir est-ce qu'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, il va vous les signaler. Ensuite, donc s'il n'y a pas d'erreur, il va vous générer le fichier .class. Et une fois que c'est fait, nous pouvons exécuter le fichier avec la commande hello. Et pour la commande hello, on n'écrit pas l'extension du fichier. On ne met que le nom du fichier. Et là, normalement, si tout se passe bien, il l'exécute. On lui avait demandé d'afficher hello world, donc il nous affiche hello world. Voilà. Hello world. Et si vous regardez dans votre répertoire test, vous avez bien, voilà, un fichier .class, hello class, .class. Vous pouvez afficher le code, voilà, et ce sera quelque chose, voilà, vous voyez, ça c'est pas du code que nous, humains, nous pouvons comprendre facilement. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle du bytecode. Bytecode. Maintenant, le code là, nous ne pouvons pas l'interpréter, mais l'ordinateur peut l'interpréter. Quelle que soit l'application Java que vous développez, si vous ne prenez pas des précautions, on peut toujours retrouver le code. Il y a ce que l'on appelle des décompilateurs. Si vous utilisez un décompilateur, vous lui passez n'importe quel fichier .class, il vous retrouve le code. Et là, c'est dangereux. Par exemple, si on pouvait décompiler Windows, tout le monde allait créer des systèmes d'exploitation. Ah. Si on pouvait retrouver le code de Windows, tout le monde allait créer des systèmes d'exploitation.
Voilà. Même aussi pour les autres, c'est parce que là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a ce qu'on appelle des obfuscateurs de code, comme programme. Souvent, c'est ce qu'on utilise. Si on développe une application en Java que l'on doit vendre, le problème, c'est que si on ne le protège pas, l'utilisateur va l'acheter, ou bien quelqu'un va l'acheter, comme les Chinois, va le décompiler, retrouver le code, développer et le vendre. Il va sortir un nouveau logiciel avec ça. Et là, vous allez perdre en part de marché. Donc, quand on développe, si c'est une application que l'on doit vendre, on utilise quelque chose comme ProGuard. Avec ProGuard, si vous générez le fichier .jar, qui sont les exécutables en Java, on les verra. Là, même si on prend les points classes, on ne pourra pas les décompiler. Donc, ce sont des décompilateurs. Par exemple, le point, moi j'ai un décompilateur. C'est pourquoi j'ai cette icône. Là, dès que je double-clique, vous voyez sur mon fichier point classe, il m'ouvre le logiciel. Ça va agir. C'est un décompilateur. Quel que soit le code que vous développez, si vous ne passez que le point classe, moi je peux retrouver le code. C'est pourquoi dans les projets, on vous demandera que les jars, le code, on peut se débrouiller pour l'avoir, même si vous ne le donnez pas. Donc vous voyez, il l'a décompilé. Il m'a mis un constructeur par défaut. C'est parce qu'on l'a utilisé. Là, on verra dans le second semestre. Même si je ne l'ai pas écrit, c'est parce que bon, là, l'existence du constructeur est implicite. Ensuite, j'ai ma fonction main, voilà, et l'autre. Donc, il faut utiliser des obfuscateurs de code pour protéger votre code. Sinon, vous le remettez à quelqu'un. Même si vous ne le remettez que le fichier jar, qui ne contient que des points classes, il peut retrouver le code. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai des livrets, donc il y a tout, donc, beaucoup de choses. Donc, même pour le test point classe qu'on avait écrit la dernière fois, je double-clique, j'ai le code. Et il n'y a pas que le logiciel là, il y a d'autres logiciels, d'autres décompilateurs qui existent aussi. Donc, des décompilateurs, donc, il suffit de taper sur Google décompilateur Java. Vous allez voir énormément de décompilateurs. Et ça marche aussi pour les jeux qui sont dans vos téléphones. Si vous voulez retrouver le code de certains jeux Java qui sont dans vos téléphones, il faut les dissiper. Installez un décompilateur et vous aurez le code. Généralement, ce n'est pas du code protégé. Donc, on vous demande d'enregistrer ce code dans le fichier hello.java, compiler ensuite ce que nous avons fait en utilisant la commande Java, ensuite d'exécuter en utilisant la commande Java. Voilà. Notez au passage une fonction très importante que vous connaissez déjà, qui est la fonction system.out, qui est la fonction println de system.out. Là, c'est l'équivalent, on a déjà vu, du printf. Sauf qu'ici, bon, directement, si vous utilisez le println, il n'y a pas de format, pas de pourcentage D, pourcentage. Donc ici, on affiche les variables directement. Voilà, donc cette variable permet d'afficher une ligne. Vous pouvez l'utiliser aussi pour afficher des variables, donc nous l'avons déjà testé. Ou encore une chaîne de caractères, une chaîne structurée, donc avec la concaténation, le plus. Voilà. Maintenant, on vous demande de coder la fonction factorielle. J'espère qu'il n'y a pas deux O comme... J'avais mis deux O ici. Donc, dans l'exercice numéro 3, on vous demande de coder la fonction factorielle, facto, que nous avons vu en TD, avec affichage du résultat. Cette fonction calcule le factoriel de n, où n est une variable de type int, dont la valeur est fixée dans le code au moment de la déclaration. Voilà. Donc, quand on l'appelle, on l'appelle. Donc, on ne lui passe pas d'argument en ligne de commande. C'est une valeur fixée, même si on peut le modifier pour recevoir des arguments en ligne de commande. Est-ce que ce n'est pas demandé même dans la suite? Oui, c'est demandé dans la suite. Donc, on va rajouter cette fonction. Donc, vous venez toujours dans hello.java. Vous pouvez ne pas créer plusieurs classes. Donc, pour mettre la fonction public statique
Donc, il retourne la valeur, donc int factoriel ou bien facto. Bon, je l'appelle factoriel. Ou bien facto. Bon, vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc, dans un premier temps, on nous demande de ne pas mettre, donc voilà, pas de paramètre. Donc, on déclare une variable n qui est égale à 5. Bon. Est-ce que nous ne serons pas obligés de déclarer la variable n comme variable globale? Bon. Donc, déclarer une variable de classe ici, bon, même si vous ne savez pas pour le moment ce que ça signifie, peut-être. Donc, déclarer ici, c'est ce qu'on appelle des variables de classe ici. Donc, int n, là en haut. Vous lui donnez la valeur 5. Voilà. Bon, de toute façon, on peut le faire en détail. Parce qu'ici, de toute façon, nous ne pouvons pas utiliser la récursivité. La fonction n'a pas de paramètre. Donc, n est égal à 5. J'ai besoin d'une variable i. J'ai besoin d'une variable f initialisée à 1. Ensuite, for i égale à 1 et pas 0, i inférieur à n ou égal à n, i plus plus. Et on met dans f fois, voilà, i. F égale f fois i ou bien f multiplié égale i. Ensuite, return f. Bon, je mets les accolades pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous voyez, donc, on multiplie simplement toutes les variables, toutes les valeurs qui sont entre 1 et n. Donc, il va mettre 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 et va s'arrêter. Il faut prendre l'habitude d'utiliser les raccourcis là, les i plus plus et i multiplié, les i multipliés égales, vous n'êtes plus en première année. Il faut mettre les raccourcis et laisser les notations de l'école primaire en informatique. Vous n'êtes plus des bleus maintenant. Donc on met i plus plus, etc. Il faut prendre l'habitude de les utiliser. Donc, pour appeler la fonction, il suffit de venir dans votre méthode main et vous appelez simplement facto. Voilà, ou bien, bon, on peut même effectuer l'affichage directement ici. Voilà, donc, système, pour ne pas réécrire système.out.println, je copie le premier système.out.println. Et là, j'affiche donc le facto de 5 et je rajoute des espaces ici pour que vous puissiez voir. Donc, le factoriel de 5 est donc plus, on appelle la fonction facto directement, sachant que ma fonction s'appelle facto. Donc ma fonction s'appelle facto. Donc il faut recompiler hello. Voilà, ensuite exécuter hello. Voilà, donc le factoriel de 5 est 120, ce qui est juste. Donc n'oubliez pas
si vous modifiez la classe, il faut obligatoirement recompiler avant d'exécuter. Sinon, vous ne verrez pas des modifications. Donc maintenant, suivez. Au niveau de l'exercice numéro 4, donc là, on s'intéresse aux paramètres d'un programme. Donc on vous dit qu'un programme peut recevoir des paramètres que l'on spécifie dans la ligne de commande. Donc nous l'avons déjà vu. On sépare les paramètres par des espaces et dès qu'on va valider à l'exécution, ces paramètres seront enregistrés dans le tableau arg, qui est un paramètre de la fonction main que vous avez, de votre méthode main. Par exemple, il suffit d'écrire Java prog, le nom du programme, P1, P2, P3, et P1, P2 et P3 seront définis comme les paramètres en ligne de commande du programme. Et P1, P2, P3 seront enregistrés dans le tableau arg, qui est un paramètre de votre méthode main. P1 à la position 0, P2 à la position numéro 1 et P3 à la position numéro 2. Voilà. Donc les paramètres sont aussi considérés comme des chaînes de caractères. Donc si vous recevez des paramètres dont vous voulez effectuer la somme, produit, etc., des calculs, il faut les transformer en entier ou bien dans le type idoine. Mais, donc, à chaque fois que l'on récupère un argument en ligne de commande, la valeur récupérée est considérée comme une chaîne de caractères. Même si vous tapez 1, 2, 3, 123, il va le récupérer sous forme de chaîne de caractères, entre double côte. Voilà. Donc, les paramètres sont des chaînes de caractères séparées les uns par les autres par des espaces. Voilà. Donc, là, récupérer les paramètres transmis. Donc, dans le programme, les paramètres sont placés dans l'argument arg de la ligne de la fonction main. Donc, comme vous l'avez remarqué, arg est un tableau de chaîne de caractères, c'est-à-dire un tableau de chaîne de caractères. Voilà. Donc, dans l'exemple précédent, on aura P1 dans arg. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour la taille du tableau, on utilise simplement tab.length. Et ici, arg.length plutôt vaut 3, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui est dans le tableau. Maintenant, on vous demande d'écrire un programme affiche qui affiche tous les paramètres qui lui sont transmis en ligne de commande. Donc, vous mettez Java affiche n'importe quoi, il vous les affiche. Donc, il faut récupérer tous les arguments en ligne de commande et les afficher. Donc, pour cela, il faut d'abord savoir combien d'éléments l'utilisateur a saisi en ligne de commande. A priori, vous ne savez pas est-ce qu'il mettra 2 arguments, ou 3, ou 5, ou 1000. Donc, on récupère le tableau qui est disponible avec la fonction main, arg. Voilà, on le parcourt et on affiche ces éléments à l'exécution. Donc, faites ça. Ensuite, nous allons après utiliser Eclipse. Comme ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise Eclipse. C'est un environnement de développement intégré. Il est très simple à utiliser. Donc, suivez. Donc, on en était à quel exercice même? Voilà. L'exercice 5, où l'on vous demandait d'afficher l'ensemble des paramètres qui sont fournis en argument d'un programme qui s'appelle affiche. Donc, il s'agit d'une nouvelle classe. Donc, par conséquent, il faut créer un nouveau fichier. Ensuite, vous venez au niveau de langage, vous spécifiez en J Java et vous écrivez la classe affiche. Donc, public classe affiche. Voilà. Donc, je le rappelle, les noms de classe doivent débuter par une lettre par majuscule. C'est la convention Java. Si vous mettez une minuscule, ça passe, mais de préférence, le nom de la classe doit débuter par une majuscule, par une lettre majuscule. Les noms des méthodes et les noms des variables doivent être en minuscule. Voilà. Ou bien au moins débuter par une minuscule. Ensuite, ici, nous n'avons besoin que de la fonction, de la méthode main. Donc, public statique void main. Voilà, avec le tableau d'arguments en paramètres. Donc, string, voilà, tableau de chaîne de caractères qui s'appelle arg. Même si vous pouvez aussi donner un autre nom. Voilà. Maintenant, les paramètres
saisis seront récupérés au niveau de arc. Donc pour les afficher, il faut une boucle qui va parcourir les éléments de I à la taille du tableau -1 et ensuite on affiche chaque arc de I. Donc boucle for int I égale à 0, point virgule, I inférieur à arg.length, L-E-N-G-T-H, voilà, I plus plus, et à chaque fois, on récupère simplement l'élément qui se trouve à l'indice numéro I, donc je déclare une variable string str, c'est égal à arg, voilà, de I. Donc, on parcourt le tableau arg, à chaque fois, on récupère la chaîne de caractères qui se trouve à l'indice I et on l'affiche. C'est uniquement ça. Donc système point out, système toujours grand S point println. Voilà, donc bon, je vais mettre une phrase, mais bon, c'est pas demandé. Donc argument numéro plus I, voilà, plus, par exemple, je mets une flèche, juste pour indiquer que c'est cet argument qui a été passé, voilà, avec son numéro, ensuite str. Voilà, donc nous n'avons besoin que de ça. Donc, on récupère le tableau d'arguments, on le parcourt et on récupère à chaque fois l'élément qui se trouve à l'indice numéro I, voilà, que l'on affiche. Voilà. C'est uniquement ce qui est demandé. Donc, dans str, on a bien récupéré, voilà, la chaîne de caractères qui a été mémorisée à la position numéro I du tableau d'arguments qui a été passé en paramètre. Donc, pour rappel, à chaque fois que vous voyez dans l'énoncé que l'on parle d'argument en ligne de commande, on s'intéresse sûrement au tableau arc qui est en paramètre de votre méthode main, de la classe. Donc, une fois que c'est fait, on copie le nom de la classe pour ne pas se tromper au niveau du nom d'enregistrement que l'on colle ici. Ensuite, on pourra compiler le programme et ensuite, voilà, l'exécuter. Donc, public class, ici c'est une méthode, il n'y a pas de classe ici. Pour les prototypes des classes, on avait dit que c'est public. Pour le moment, statique. Ensuite, le type de retour et le nom de la classe, de la méthode plutôt. Hein? Public, statique, type de retour, voilà. Et le nom de la méthode. Okay. Donc, une fois que c'est fait, nous pouvons passer à la phase de compilation. CLS pour effacer. Donc, pour compiler Java, donc affiche .java. Donc, Java affiche .java. Voilà, on compile. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, maintenant on peut exécuter. Donc, Java affiche. Donc, sans les extensions. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien, hein? Ah oui, j'ai pas mis d'argument. Oui. Donc, on met Momodou 17. Voilà, LGI 40 ans. Voilà. Bon, il a sûrement une autorisation spéciale pour redoubler 15 fois peut-être, ou 20 fois. Hein? Cours du soir en LGI, même en LGI filière professionnelle, si tu redoubles 2 fois, tu prends la porte. Bon, mais bon, c'est vrai qu'avec le système LMD, pourquoi? Peut-être qu'il sait qu'il peut s'inscrire, attendre 20 ans après, venir continuer. Mais bon, si vous faites la licence à 40 ans, ça quand même. Oui, bon, normalement. Donc ensuite, on vous demande, suivez, on vous demande d'utiliser l'environnement Eclipse pour vérifier
donc l'environnement, vérifier d'abord la présence du logiciel Eclipse et au besoin procéder à son installation. Mais l'Eclipse, vous ne faites que le dézipper, on ne l'installe pas. Si vous n'avez pas les setups, je vous les donner. Ensuite, on vous demande de refaire les exercices de 3 à 5 en utilisant Eclipse. Voilà, donc l'exercice numéro 3, voilà, et l'exercice numéro 5 avec les passages d'arguments. Donc Eclipse, tout le monde a Eclipse. Donc vous me donnez une clé, je vous donne le zip de Eclipse. Donc si vous le dézippez, il y a un setup qui s'appelle eclipse.exe, c'est lui qu'il faut lancer. Donc bon, pour ne pas à chaque fois cliquer ici, j'ai simplement créé un raccourci sur mon bureau. Comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de lancer Eclipse, je viens là. Donc double-cliquer. Il va vous présenter un écran d'accueil qui va tourner un peu. Et ensuite, il va vous demander ce répertoire-là qui est très important, c'est le workspace. Et je le précise, il ne faut pas dézipper Eclipse dans Programme Files, ou bien dans Programme. Parce que quand on programme, à un certain moment, il y a des variables ou bien certaines caractéristiques de Eclipse qui sont modifiées, qui doivent être enregistrées. Et des fois, le répertoire Programme File est protégé. Dézipper Eclipse sur votre bureau dans mes documents, mais pas dans Programme Files, ni dans Programme. Si vous le faites, vous allez voir que vous allez avoir des problèmes avec Eclipse. Voilà. Donc, il va vous demander le workspace ici. Le workspace, c'est le répertoire de travail où il va enregistrer tous les projets que vous allez créer. À chaque fois que vous créez un projet, il va créer un répertoire dans ce workspace que vous avez spécifié et il va enregistrer le projet dedans et tous les fichiers que vous allez avoir. Par exemple, moi, j'ai sur mon bureau un répertoire qui s'appelle Workspace J2SE, ou bien vous l'appelez comme vous voulez. Donc, il faut mettre en tout cas un répertoire qui n'est pas, en tout cas dans un dossier protégé. Ok. Maintenant, à chaque fois que Eclipse démarre, il va vous demander de spécifier le workspace. Si vous ne voulez pas qu'il vous le demande à chaque fois, vous pouvez le spécifier une bonne fois pour toutes en cochant la case qui est ici. Use as the default and do not ask again. Donc l'utiliser par défaut et ne plus me demander, voilà le chemin du workspace. Si vous le cochez, il ne va plus vous demander où se trouve le workspace. Dès qu'il va démarrer, il va automatiquement savoir que votre workspace se trouve à tel endroit et Eclipse va continuer. Donc on clique sur OK. Et là, il va démarrer Eclipse. Donc Eclipse, c'est un environnement de développement intégré. On peut, comme avec NetBeans, programmer sur plusieurs, quel que soit, donc c'est presque beaucoup de langages, mais sous Eclipse, ça nécessite souvent d'installer des plugins. Mais pour développer en Java, donc, vous pouvez développer en Java directement, sans rien installer. Bon, peut-être le JDK, il le faut. Ok. Donc, la première fois que vous arrivez sous Eclipse, vous avez cette fenêtre avec le Help. Normalement, c'est ce que vous avez. Voilà. Donc, écran d'accueil, etc. où il y a des liens ici que vous pouvez consulter. Donc, pour travailler sous Eclipse, comme sous NetBeans, on a besoin toujours de créer un projet. On ne crée pas un fichier n'importe comme ça. Il faut d'abord créer un projet. Donc, pour créer un projet Eclipse, il suffit de venir ici, au-dessus, sur File, sur le menu, barre des menus, File. Ensuite, vous venez sur New et vous prenez Java Project. J'espère que vous avez Java Project. Voilà. Donc, File New, Java Project. Ou bien Alt-Shift-N. Voilà. Et là, il va vous demander le nom de votre projet. Donc, ça ressemble à la démarche qu'on avait aussi pour la création des projets sous NetBeans. Voilà. Donc, il faut spécifier le nom du projet. Donc, je vais l'appeler, puisque c'est le TP numéro 1, je l'appelle TP1, simplement. Donc, il va vous demander quelle est la version de votre, voilà, de Java que vous utilisez du JRE. Vous laissez par défaut, vous ne modifiez pas. Ensuite, vous cliquez simplement sur Next. Vous pouvez aussi utiliser NetBeans. Sur NetBeans aussi, on procède de la même manière. Ensuite, ici,
Voilà, il vous propose donc ici quelques éléments qu'on ne touche pas pour le moment. Vous cliquez sur Finish et le projet sera créé. Si votre projet est créé, vous avez cette fenêtre-là, il faut la fermer, le Welcome. Vous cliquez sur cette croix ici. Comme ça, elle va vous fermer le Welcome. Et normalement, sur votre gauche, vous avez le projet TP1 que vous venez de créer, avec un répertoire SRC par défaut. Et là, je vous le précise, tout fichier Java qui est créé doit être enregistré dans le répertoire SRC. SRC comme le SRC de source. Voilà. SRC de source. Maintenant, on peut commencer à faire. Bon, peut-être après je vais vous montrer comment est-ce qu'on compile, comment est-ce qu'on exécute. Donc ici, il y a plusieurs éléments, bon, que l'on verra après. Maintenant, dans le TP, on nous a demandé de refaire l'exercice numéro combien? 3. Dans l'exercice 3, on nous a demandé, voilà, de créer, coder une fonction factorielle. Mais une fonction factorielle doit être dans une classe. Il nous faut créer une classe d'abord. Donc pour cela, c'est l'exercice numéro 3. Pour créer une classe, il suffit de venir sur SRC. Vous faites clic bouton 3, New. Voilà, et là vous avez classe. Clic bouton droit sur SRC, New Class. Et il y a une fenêtre qui vous sera proposée pour créer la classe. Maintenant, la classe, vous pouvez le créer à l'intérieur d'un répertoire. C'est ce qu'on appelle un package. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc ici, on donne le nom de la classe. Donc exercice 3. Ensuite, il faut automatiquement vous créer la fonction main. Dans ce cas, il faut que la case public static void main soit coché. Il faut aussi vous créer un constructeur par défaut. Donc pour le moment, vous ne savez pas ce que c'est qu'un constructeur. Donc on peut le décocher. C'est décoché même par défaut, je pense. Hein? Oui. De parcourir le projet. Où? Oui, là. Normalement pas. Si tu as créé ton projet et que tu crées le fichier Java dans ton projet, il ne doit pas te le demander. Oui, si tu portes, mais ce n'est pas la peine. Parce que là, c'est seulement le chemin du répertoire SRC. Donc, ici, n'oubliez pas, public static void main doit être coché. Sinon, vous allez écrire la fonction main vous-même. Ensuite, on clique sur Finish. Et voilà. La classe est créée directement. Public class exercice 3. Public static void main. Automatiquement. Maintenant, nous allons écrire la méthode facto. Soit vous l'écrivez, ou bien vous revenez ici. Donc, vous copiez la méthode. Et bon, ou bien ne le copiez pas. Comme ça, on va voir. Ici, on écrit public. Je vais vous montrer ici, contrairement à l'autre, Notepad++, il peut vous compléter les mots réservés du langage. Par exemple, là, on écrit public. Voilà, statique, vous pouvez mettre CTRL espace. Comme sur NetBeans, il va vous proposer la liste des éléments qui commencent par statique. Je le prends. Ensuite, void. Non, pas void, c'est int, il retourne. Ensuite, on met le nom de la méthode, donc facto. Le facto n'a pas d'argument. Et là, dès que vous mettez l'accolade ouvrante, vous appuyez sur Entrée, il vous met l'accolade fermante. On déclare le N. On nous avait demandé de l'initialiser à 5. Ensuite, une boucle qui va permettre de calculer, voilà, la valeur du facteur. Donc, int i égale à 0, i inférieur ou égal à n, i plus. Voilà, accolade ouvrante. Donc, on déclare la variable f initialisée à 1 qui va permettre de calculer le factoriel. Donc, f multiplié égale à i. Et à la sortie de la boucle, on retourne simplement, f. Ici, l'affichage est beaucoup plus facile. On n'écrit pas système.out.println. Vous pouvez l'écrire vous-même. Pour écrire système.out.println,
il faut écrire sysout. Écrivez, allez dans la méthode main et écrivez sysout comme ça. Sysout. Écrivez sysout. Comme ça, on va le faire une bonne fois pour toutes. Ça va vous aider à aller plus rapidement. Il suffit d'écrire sysout. Ensuite, contrôle espace. Et vous voyez, il vous écrit système.out.println. Donc, il suffit d'écrire sysout, contrôle espace. Et ça, c'est beaucoup plus simple que d'écrire système.out.println. Sysout. Ensuite, entre double quote, même chose que tout à l'heure. Donc, le factoriel de 5 et 2. Ensuite, on appelle la méthode facto. Facto. Voilà, et c'est fait. Donc ici, pourquoi c'est facile d'utiliser les éditeurs? On n'a plus besoin d'aller au niveau de la console taper des Java, C, Java. Ici, pour exécuter, c'est simple. Pour exécuter, vous faites soit CTRL F11, voilà, CTRL F11, ou bien vous appuyez sur F11 souvent directement, ou bien vous faites clic bouton droit dans la classe Run. Vous voyez ici Run As. Et vous prenez Java Application. Et dès que vous le faites, il va exécuter le programme. Et en bas ici, vous avez la console. Vous avez la console qui apparaît ici et qui vous affiche que le factoriel de f est 1. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Oui, ici, regarde, j'ai mis i égale à 0. Je peux mettre i égale à 1. Parce que le factoriel ne peut pas être égal à 0. Voilà, donc ici, pour la boucle, n'oubliez pas, le i doit partir de 1. Donc le factoriel de 5 est 120. Donc voilà, pour cet exercice, ce qui était demandé. Pour l'autre exercice, on nous avait demandé de reprendre, donc je reviens ici, on nous avait aussi de reprendre l'exercice numéro 5, hein? Avec un programme qui s'appelle affiche, donc la classe qui s'appelle affiche. Hein? Donc, il suffit de venir sous Eclipse, pareil, créer une nouvelle classe. Donc, pour créer une nouvelle classe, toujours clic bouton 3, New Class. Voilà, et la classe doit s'appeler affiche. C'est ce qui a été demandé. Toujours, on vérifie que public void main est coché. Voilà, parce que si votre méthode main n'est pas cochée, voilà, vous devrez l'écrire à la main. Donc voilà, il me génère directement la classe, voilà, avec ma méthode main. On nous avait demandé de faire quoi encore? De récupérer tous les arguments et de les afficher. Donc, au lieu de retaper la même chose, puisqu'on avait déjà écrit le code, donc on peut faire plus vite. Donc, vous venez ici, vous copiez la boucle for, c'est la même chose. Voilà, et vous la collez dans la méthode main. Sinon aussi, vous pouvez tout écrire à la main. Maintenant, pour tous ceux qui ont des codes désorganisés sous Eclipse, Eclipse peut vous réorganiser votre code automatiquement. Par exemple, comme lui là. Si vous avez normalement, ça c'est désorganisé. Le code est mal aligné ici, vous voyez. Par exemple, on peut avoir ça. Ça c'est du code qui est mal organisé, hein? Même si on est libre de le faire. Heureusement, avec 3 touches, vous pouvez dire à Eclipse, réorganisez-moi mon code. Et il va vous le réorganiser comme il le faut. Les accolades qui sont bien alignées, les tabulations. Pour cela, on utilise CTRL, SHIFT et F. Faites CTRL, SHIFT et F à la fois. CTRL, SHIFT et F. Cliquez d'abord dans votre fichier et vous allez voir, il vous réorganise automatiquement le code et c'est bien ordonné.
Voilà. Maintenant, nous avons des arguments en ligne de commande. Je vous montre comment est-ce qu'on utilise les arguments en ligne de commande. Suivez. Ici, pour lui passer des arguments, suivez ici. Vous voyez votre classe, elle est là. Hein? Vous faites un clic bouton droit. Ici, venez sur Run As. Ne cliquez pas sur Java Application. Il faut venir sur Run Configuration. Clic bouton droit sur le fichier à gauche. Ou bien ici, dans la classe. Clic bouton droit, Run As. Et vous venez sur Run Configuration. Vous avez vu Run Configuration. Et vous cliquez dessus. Normalement, voilà, il y a une fenêtre qui vous est présentée. Et il y a ici un onglet argument. C'est là où on va lui fournir les arguments. Donc, cliquez sur argument ici. Et voilà, vous voyez ici argument. Maintenant, ici, vous pouvez mettre les arguments. Par exemple, donc c'est la première partie là-bas, pas la deuxième partie qui est pour les arguments de la machine virtuelle. Par exemple, pour régler la mémoire allouée, etc. Donc ici, on lui passe les arguments. Par exemple, je vais mettre c'est 0 enfant, célibataire. Voilà, et ensuite, voilà, par exemple. Donc il n'a rien du tout. Pas d'enfant, zéro maison, 0 voiture. Voilà, donc un ordinateur, par exemple. Allô? Donc vous saisissez les arguments, voilà. Ensuite, il suffit d'exécuter. Run. Et il m'exécute quoi? Quel factoriel? Ah oui, j'ai oublié de vous montrer une autre étape, malheureusement. Donc vous revenez sur Run Configuration. Ensuite ici, voilà. Au lieu de X3, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, vous cliquez sur Browse ici d'abord, parce qu'il faut lui indiquer la méthode, c'est quelle classe que l'on veut exécuter. Donc TP1. Oh là là. Donc, voilà, ici pour la méthode main, voilà c'est bon. Ici, mais pour la méthode, c'est pour la méthode main où il y a des problèmes. Vous cliquez sur Search et vous prenez ici Affiche. N'oubliez pas, c'est parce que là, on avait spécifié comme méthode main que la méthode main se trouve dans exercice 3. Voilà. Donc, ensuite ici, arguments. Voilà, les arguments ont été mémorisés et on clique sur Run. Voilà, et vous voyez, il nous liste l'ensemble des arguments ici. Donc, c'est comme ça que l'on passe des arguments en ligne de commande. Clic bouton droit, Run As, Run Configuration. Vous allez sur les arguments, vous fournissez les arguments. OK. Et ici, la facilité qui inclut, c'est qu'une fois que vous fournissez les arguments, vous n'avez plus besoin de les fournir à nouveau. Par exemple, vous pouvez revenir directement faire Run As Java Application. Les arguments ont été déjà mémorisés. Voilà. Si vous voulez les modifier, vous allez sur Run As Run Configuration aussi. Donc voilà pour cet exercice. Les autres exercices, il faut essayer de les faire. C'est beaucoup plus facile avec Eclipse. Et c'est la même démarche.